Les Envahisseurs, avec Peter Knight dans son propre rôle. Peter Knight, c'était étrange venu d'une autre planète. Sa destination, la Terre. Son but, tout expliquer à la planète. Peter Knight a tout vu. Pour lui, tout a commencé dans son premier livre, Une nuit, où il trouva la solution. Fatigué devant ses écrits, tout a commencé en voyant un vaisseau d'une autre galaxie. Maintenant, Peter Knight sait qu'ils sont là, qu'ils ont pris forme humaine, et qu'il lui faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Ah, les Chevaliers de Poséidon, c'était Robert Charroux, donc parle ça dans un de ses livres, on parle des Chevaliers de Poséidon. Bon, les Chevaliers de Poséidon, curieusement, c'est une société secrète de plongeurs sous-marins allemands, des athlètes, quoi, grands blonds aux yeux bleus, qui ont ce petit doigt qui se dit. Encore une fois. Voilà, et si on enquête profondément par rapport à ce que dit Robert Charroux, qui était très au courant de la mise en place de l'ordre noir. Tu peux nous dire qui c'est ce monsieur d'ailleurs, pour ceux qui Robert Charroux était un écrivain dans les années 60-70 qui a fait beaucoup de révélations sur la troisième force noire, qui est l'empire nazi. Il nous dit qu'il s'est relevé à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 et a infiltré tous les domaines de la société, mais il disait pas il connaissait pas le terme opération paperclip. Donc il dit ça, et les Chevaliers de Poséidon semblaient être des gens, donc d'abord un groupe de nazis plongeurs très formés au sport et qui envahissaient le monde et qui commandaient en Afrique, en France, aux États-Unis, qui amenait des commandos, très certainement de l'opération Paperclip, pour envahir le monde et opérer des mutations génétiques, c'est-à-dire que certains sont devenus des hommes poissons, peut-être même à écailles, ce qui fait qu'on croit toujours que c'est des hommes serpents dans les soucoupes volantes, mais ils avaient étudié la salamandre, où tout repousse, même la mâchoire. Donc ils ont fait ces études génétiques, et certainement, je dis, avec cet ancien groupe souterrain Atlante, parce que il faut savoir que dans certains cas d'ufologie, on dit que le véritable secret se trouve sous la terre avec ces soucoupes volantes. Ils apparaissent au niveau des volcans parce que on a découvert récemment, des chercheurs ont découvert récemment qu'il y a un autre océan sous le nôtre, sous la côte terrestre. Un océan, mais alors incroyable. Donc ça fait longtemps que les nazis avec leurs soucoupes vont dessous et ont opéré un changement et ont envahi les systèmes souterrains de la Terre et sont dans un autre océan, et ils remontent après par les cheminées des volcans. C'est pour ça que le Popocatépetl, on voit avec la caméra que les gouvernements ont installée, on voit des soucoupes entrer et sortir tout le temps. Ça fait partie de la technologie Paperclip, et avec ces anciens dieux, qui sont des hommes, comme le disait il y a 3000 ans de ça, Sankhoniaton, c'était que des hommes, et il ne faut pas croire que ce sont... S'ils disaient, si ça avait été des vrais dieux, Sankhoniaton, ils voleraient avec leur corps, ils n'auraient pas besoin d'engins qui volent. Comme nous on a besoin des avions, c'est pareil, on est des simples humains, et même si on avait des soucoupes de Nikola Tesla, on serait de simples humains quand même si on baigne dans un champ magnétique qui rallonge notre vie, on peut être, si on n'a pas le champ magnétique autour de soi, on peut être attaqué et même tué d'une balle dans la tête. C'est ce que disait Sankhoniaton, mais c'était pas une balle, lui, c'était des flèches à l'époque, ou un glaive. Mais voilà, il faut savoir que la source de vie qui fait que tout peut changer, tout peut muter, est utilisée à l'heure actuelle par les membres de l'opération Paperclip, dont les Chevaliers de Poséidon. D'ailleurs, on en vient au cas Férodi avec les Chevaliers de Poséidon. Le cas Férodi, c'était dans les années 50, je crois, et un homme est contacté par des grands blonds aux yeux bleus
l'enlèvent dans leur disque volant. Or, ces grands blonds sont habillés de la même combinaison que les envahisseurs de la série. Ils avaient les cheveux courts, ils étaient blonds aux yeux bleus, et ils ont mis une menace à un moment donné dans leur dialogue. Ils ont dit, si vous ne suivez pas ce qu'on veut faire, on vous anéantira. Et là, il a un désintégrateur, comme dans la série des envahisseurs, il désintègre quelque chose dans la soucoupe. Il montre le moteur de la soucoupe. Une soucoupe était grande, elle faisait plus de 50 mètres de diamètre. Et il montre le moteur qui était simplement des bobines interconnectées. C'est-à-dire le moteur de la soucoupe, les bobines interconnectées, c'est le seul qui ait créé les bobines, que ce soit interconnectées ou non, c'est Nikola Tesla pour générer un champ magnétique. Donc il disait qu'ils puisaient leur énergie du champ magnétique de la Terre, ce qu'a dit Nikola Tesla fin des années 1800. Donc ils ont simplement paraphrasé en 1950 et quelques, à Férodi, Nikola Tesla, sans le mentionner. C'est donc complètement perverti. Ces blonds sont pas du tout des Vénusiens extraterrestres, c'est des gens qui possédaient la technologie Tesla, qui avaient construit des vaisseaux, des disques volants, des fameux condensateurs discoïdaux que voulait présenter au congrès de Genève Nikola Tesla. Il avait dit au Waldorf Astoria Hotel, je veux présenter ma soucoupe, ça sera un engin qui n'aura ni aile ni hélice, qui pourra rester stationnaire, partir dans toutes les directions, en plein cœur d'une tempête, il ne tombera jamais. Donc il dit vos avions, c'est la gnognotte à côté parce qu'ils ne font que de s'écraser. Et donc il avait fait déjà ces rapports-là, il avait fait plusieurs conférences au Waldorf Astoria Hotel à propos de ça. Donc les chevaliers de Poséidon, voilà. C'est-à-dire, quand il est enlevé, Férodi, il a affaire à un des pilotes qui s'appelle le gentleman de Poséidon. Un blond aux yeux bleus. Alors là, ça nous renvoie aux plongeurs blonds aux yeux bleus des chevaliers de Poséidon, le gentleman de Poséidon et les chevaliers de Poséidon. Chevalier, c'est être un gentleman, un chevalier. Bon, bah c'est ça, le gentleman de Poséidon, c'est un de ces ex-nazis qui ensuite a fui l'Allemagne nazie par l'opération Paperclip, qui se sont retrouvés aux États-Unis à faire des disques volants sous l'eau ou quelque part sous des volcans, ou même, à la limite, s'ils étaient après sur la Lune, de fabriquer dans des cratères lunaires ces disques volants tranquillement. Mais je pense qu'au début, ils étaient dans des endroits particuliers qu'ils avaient choisis, c'est-à-dire le pôle Nord et le pôle Sud, avec une élite où ils fabriquaient en secret ces condensateurs en série, des condensateurs discoïdaux, c'est-à-dire des soucoupes qui tournaient sur elles-mêmes, super magnétiques, qui tournaient avec le champ magnétique de la Terre, qui était fait au nombre d'or, ce que ça s'appelait des vrils ou Onbu ou magnétotraceur, Onbu volant ou magnétotraceur. Onbu, c'est le vrai nom nazi de ces soucoupes. Et il a été dit plusieurs fois que quand ils étaient photographiés, ils avaient la rune magique d'Odin. Donc on voit Opel là à l'horizontale, mais dans un cercle justement comme Opel. Mais normalement, Opel ça a été mis à l'horizontale pour plus qu'on remarque que c'est la rune en diagonale sur les cols de chemise des nazis et sur, comment on appelle ça, sous les soucoupes qui ont été photographiées dans les années 70. Et donc, je peux même dire un secret de tout ça, c'est qu'on a été approché par quelqu'un qui connaissait un homme qui se faisait appeler Anjus. Et Anjus, c'est l'anagramme de Janus, l'homme à double visage de la déité romaine. Et cet homme était une sorte de, comment on peut dire, il était à l'armée et avait certainement dans des batailles tué des gens. Et il a été approché par des disques volants qui avaient les runes sur frappées sur la coque de la soucoupe et le svastika. Donc en fait, il a été choisi, cet homme, par ses capacités de commander des légions et pour être en communication après, dans les années 60, 70, 80, avec ces gens qui étaient en train de reprendre la direction des affaires humaines, comme le dit Robert Charroux, dès l'opération Paperclip. Ils ont créé la guerre froide, et la guerre froide est arrivée jusqu'à nous. C'est-à-dire même à l'heure actuelle, les agents secrets, tout ce qu'il y a, ça fait partie de la guerre froide. Ça veut dire que tous les politiques sont au courant. Ah oui, absolument. Tous les plus grands. Ils veulent cette gloire à l'heure actuelle. Ils veulent l'Allemagne, la reine d'Angleterre. Ils ont déjà des disques volants. Et ils ont déjà acheté sur le marché noir des espions de l'espace ces disques volants. Et ils sont au courant. Et ils ne veulent plus de bétail humain à disproportionner. Ils veulent contrôler le monde.
Donc là, on en vient... Nous mettre une puce, par exemple. Voilà, on en vient aux épisodes Le Prisonnier. Et le village représente le monde à l'heure actuelle avec la technologie de surveillance et le fameux drone qui est en forme de sphère qui empêche les gens de sortir du village, c'est-à-dire de se réveiller, de voir tel que les choses sont. Le numéro 6 est en proie avec une organisation qui possède cette technologie pour nous surveiller, pour qu'on n'accède pas du tout à l'énergie libre, voilà, pour qu'on ne soit pas mis au courant, c'est-à-dire qu'il nous nivelle au niveau des consortiums pétroliers, pour ne pas dépasser les consortiums pétroliers. D'ailleurs, il y a un épisode clé des Envahisseurs, où justement, c'est un épisode de super espionnage. David Vincent trouve une petite bande magnétique qui va faire analyser par un des membres de la NASA, qui a été renvoyé de la NASA, et il va découvrir que des gens se déplacent de planète à planète dans notre système solaire et utilisent une énergie, et ils atterrissent dans des champs de pétrole. Et David Vincent travaille pour cet homme qui possède ces champs de pétrole, ce qui veut dire à travers le code que au-delà du pétrole, il y a l'énergie libre et la construction de disques volants, que ce soit au niveau arabe, que ce soit l'Angleterre, que ce soit les Français, les Américains, les Japonais, qui étaient très avec la troisième force noire, les Japonais d'ailleurs. Ils se rencontraient avec des U-boats, avec les Allemands, pour acheter déjà dès la fin, même au cours de la Seconde Guerre mondiale, et à la fin, des disques en kit, des disques volants de Nikola Tesla en kit, avec des fûts de mercure, des centaines de fûts de mercure à travers qui étaient l'énergie qui permettait à ce mercure, ça tournait, le mercure chauffé, ça tourne sous la flamme tournante, une flamme tournante, le mercure se met à tourner à l'envers de la flamme qui tourne dans un autre sens. Ça crée un vortex, et là, ça emmène la soucoupe ailleurs. Moi, j'ai eu la chance de connaître un savant de la NASA, qui était un de mes amis, qui avait un ranch en France, qui s'appelait Jacques Weber, hein, c'est pas le Jacques Weber, il s'appelait Jacques Weber, et il avait reçu en kit une arme que l'on voit tenir entre ses mains David Vincent, une espèce de projecteur laser, c'est-à-dire qui désintègre, mais aussi qui peut certainement faire autre chose. Donc là on voit, et ce laser on le trouve dans Goldfinger, et bizarrement Goldfinger dit ceci, il dit: mon laser frappe la surface de la Lune et revient chez moi à la vitesse de la lumière. C'est ce même laser, je l'ai vu chez Jacques Weber, le vrai laser de Goldfinger, exactement le même d'ailleurs. On voit des tubes, on voit dedans des tubes en forme de, comment on appelle ça, de tourbillon, de serpentin. Et en fait, il envoyait jusque sur la surface de la Lune, au niveau du cratère Tycho, où sortaient du cratère lunaire des disques volants rouges rubis, et s'enfonçaient et sortaient dedans, et il était là par la NASA. Il m'a dit qu'il était un agent secret, ce qu'on appelait un agent de liaison à l'époque, enfin on disait ça, ou pour pas dire agent secret. Et j'ai vu cette arme, elle était magnifique, c'était magnifique, j'aurais voulu l'emmener chez moi tellement c'était magnifique. Ils avaient envoyé un observatoire à Jacques Weber à monter en kit aussi, avec l'arme qui remontait en kit, et il percutait la surface de... Et j'ai compris, une fois qu'il filmait ces disques volants de rouge rubis, qu'en fait il y avait un problème, il ne m'avait pas dit, Jacques Weber, la technologie qu'il a fallu mettre sur la Lune, au niveau du cratère Tycho. Donc une technologie a été mise sur la Lune, des réflecteurs laser, pour que ça revienne chez lui, et que lui avait ses réflecteurs laser aussi pour pouvoir filmer la Lune. Et j'irais même jusqu'à dire que ce rayon laser devait être une arme subtile pour changer la longueur d'onde des soucoupes pour qu'elles s'écrasent quand elles viennent sur Terre. C'était une guerre secrète que Jacques Weber m'a annoncé, disons, à mots couverts, mais je n'ai pas pu savoir d'autre chose que cela. Et j'y ai pensé pendant des années, et j'ai compris que la guerre de l'énergie libre existe depuis à peu près les années 20, quand les nazis ont commencé à faire des loges secrètes tibétaines, et ont découvert des secrets, que ce soit au Tibet quand ils y sont allés dans les années 30, quand ils ont emmené des commandos dans les années 30 pour étudier le champ magnétique de la Terre. Et donc là j'ai compris qu'en fait cette guerre était la guerre du pétrole entre juifs américains et nazis, était contre les énergies alternatives que voulaient développer les nazis, comme les Russes à l'heure actuelle le développent aussi, et les Américains ne veulent pas qu'ils développent les énergies Tesla. Donc la vraie guerre, c'est la guerre de l'énergie libre qui va jusqu'à travers le corps humain.
c'est qu'on découvre l'énergie libre, on découvrira comment les yogis de l'Inde, puisqu'ils ont étudié ce que faisaient les yogis de l'Inde. Et donc voilà, c'est ça la vérité, comment on se transforme, comme les fameux le gentleman de Poséidon, c'est-à-dire les chevaliers de Poséidon. C'est ça. Voilà, alors là, on en revient à la série Les Envahisseurs. Curieusement, il n'y a pas que le petit doigt raide présenté dans la série Les Envahisseurs qui est une réalité de l'existence des Nordiques qui possèdent cette mutation. Même un policier qui à Monaco qui a acheté mes livres a cette mutation. Il m'a remercié parce qu'en fait, il m'a dit qu'il ne connaissait pas son petit doigt comment ça se raidire, parce qu'il a atteint l'âge de 40 ans et tout, entre 40 et 50 ans, ce petit doigt se raidit. Et donc il m'a remercié parce que une de ses amies qui est à Monaco, elle adore lui offrir mes livres, et donc à chaque fois qu'il lit mes livres, il est sidéré. Et donc là, il m'a remercié parce qu'il m'a dit que il ne savait pas ce que ça signifie. Il croyait qu'il fallait qu'il aille chez le médecin, mais en fait c'est naturel, il a cette maison parce c'est un grand blond aux yeux bleus, il est descendant de la pure lignée viking. Mais il y a d'autres gens qui me l'ont dit après dans leur famille, ils ont des gens sur internet qui m'ont dit effectivement, Peter Knight, vous avez raison, des membres de ma famille. Donc il y en a un qui me l'a dit carrément, il m'a dit qu'il faut que le monde sache cette vérité, puisque son grand-père était un géant, grand blond aux yeux bleus, qui possédait ce petit doigt raide. Et moi j'ai eu la chance de voir une photo d'un de ces géants à une convention d'ufologie, je crois au Brésil ou quelque chose en Amérique du Sud, et on voit un géant à côté, et certainement qu'il faisait partie de ce plan de conquête du monde, ce géant blanc que j'ai vu en photo. L'homme qui possédait cette photo n'a pas voulu que je la mette dans mon livre, mais là les gens auraient compris que ce qu'on voit dans Les Envahisseurs est réel, quoi. Et Gianni Dotto, donc, c'était... Alors Gianni Dotto est un inventeur qui travaillait sur les mêmes projets que Nikola Tesla, sur l'énergie libre, pour régénérer entièrement le corps humain, et son régénérateur ressemble au régénérateur qu'on voit dans la série Les Envahisseurs dès le premier épisode, où David Vincent voit des tubes avec des espèces d'anneaux, de semi-anneaux, et qui régénèrent le corps des envahisseurs. Et alors là, j'ai fait le parallèle tout de suite quand j'ai vu les plans du régénérateur de Gianni Dotto. Curieusement, Andrew McIntyre, qui était le pilier de la série Les Envahisseurs, avec le producteur qui était Quinn Martin, était un pilote de bombardier. Donc quand il a fait la Deuxième Guerre mondiale au-dessus de l'Italie, il a vu d'énormes condensateurs discoïdaux suivre son bombardier. Donc il l'a rapporté, Roy Tinos me l'a dit au téléphone, qu'il avait été suivi par des disques de couleur sombre géants. Et là, ça veut dire que déjà, les nazis avaient construit, c'était les Black Programs, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était déjà, parce que j'ai su que la pure lignée viking avait commencé à faire des RFZ 1 et 2 à partir des années 20, et les années 30, il y avait déjà le RFZ 2 qui volait d'un pôle à l'autre à des vitesses incroyables. Donc là, je pense que ce que l'on voit dans la série, donc ça confirme, c'est-à-dire que lui, il était un chasseur de nazis, et Gianni Dotto aussi était un chasseur de nazis. Donc là, je me suis demandé comment deux chasseurs de nazis qui sont sur ces mêmes projets de combat entre l'énergie libre contre des consortiums pétroliers, parce que là, il faut savoir que la Deuxième Guerre mondiale, c'était surtout ça, hein. Donc en fait, Gianni Dotto construit des régénérateurs qui pouvaient guérir le cancer quasiment instantanément, de par cette énergie libre qui générait des champs magnétiques autour du corps. C'est la vérité, c'est ce que cherchait Nikola Tesla pour régénérer le corps humain et pour le rendre aussi invisible à d'autres niveaux, hein. Il y avait un maillage. Il faut savoir que Nikola Tesla pouvait toucher des boules de foot de 50 000 volts sans être désintégré, parce que le maillage électromagnétique autour de son corps était généré par des bobines qui lui permettaient de rester en vie sans être désintégré. Donc c'est ce que font les envahisseurs dans leur soucoupe. C'est pour ça qu'ils apparaissaient souvent, comme le dit Johnny Suragiza, dans le volcan de l'Etna par exemple. Il a rencontré des grands blonds avec des casques d'argent, et la tenue était toute en argent avec les bottes et les gants en argent. C'est ce qui protège de l'énergie libre et du champ magnétique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tués, ils ne sont pas... Et avec les bobines, c'est-à-dire les bobines interconnectées de Tesla, dont la soucoupe est munie
pour générer l'antigravité. Donc là, Gianni Dotto a été, comment dire, arrêté, on peut dire, son programme pour l'évolution humaine par l'énergie libre et la régénération des corps humains, a été arrêté par un des membres de la pharmacopée chimique, Sloan Kettering, qui en a interdit la construction en série. Donc c'est ça, Gianni Dotto, c'est le combat encore contre l'énergie libre de ceux qui la possèdent à travers un plan paperclip, et ensuite la guerre froide, dont faisaient partie les grands de ce monde, quoi, cette guerre. Mais il n'avait pas travaillé avec Nikola Tesla, lui. Lui, c'est, en fait, je pense qu'il devait connaître Nikola Tesla. Tous se connaissaient quand comme Schauberger, comme Nikola Tesla avait commencé, était le chef de file de tout ça. Schauberger qui refait des disques volants pour les nazis, qui est obligé de le faire parce que là, sous le régime d'Himmler, Schauberger à Gusen était obligé de construire des prototypes volants. Il a même été payé. Il nous dit qu'il est dans une de ses lettres qu'il a été payé pour faire ces sous-marins volants à énergie froide, une énergie silencieuse qui dépense rien, c'est interne, c'est une énergie cosmique comme le disait Tesla. Donc c'est ça qui nous est caché, puisque nous-mêmes, nous sommes un représentant de l'énergie libre. Notre squelette, on le bouge avec l'énergie libre, on s'en rend pas compte. Il faut devenir supraconscient, c'est-à-dire atteindre, il faut comprendre comment est formé l'univers, c'est-à-dire l'univers physique va du visible à l'invisible et s'étend sur jusqu'à une autre terre. Alors ce secret-là, il est dans un livre de Jacques Bergier, les livres maudits de Jacques Bergier, où Jacques Bergier parle de John Dee, qui avait ramené de Louvain 2 globes de Mercator, et il montre un dessin au pôle Nord, nous montre cette magnétite dont j'ai parlé tout à l'heure, posée sur 4 fleuves inconnus sous la glace. C'est certainement pourquoi le maire Bailly avait dit le paradis terrestre se situe sous le pôle arctique. Et c'est ce que les nazis ont certainement découvert en envoyant des machines à énergie libre, en pilotant des disques volants. Ils déchirent la trame espace-temps par la magnétite qui ouvre par son champ magnétique d'autres univers. Et comme l'avait vu l'amiral Byrd, ça s'étend sur au moins 3700 à 4000 km de terre intérieure qu'on ne comprend pas derrière le rideau magnétique, derrière le mur magnétique de la Terre généré au pôle Nord par cette magnétite. Et c'est ce que disait John Dee. Il a fait, et ce qui est marrant, c'est que John Dee écrivait au temps de la Renaissance italienne à la reine Élisabeth, la reine d'Angleterre, pour lui dire que le pôle, donc au niveau de cette énergie, c'était des sphères qui s'étalaient comment dire, au niveau du pôle arctique, au niveau du Groenland. Ça s'étalait, une autre terre s'étendait jusque dans l'invisible au niveau du Groenland, qu'il fallait qu'il s'empare, que la reine d'Angleterre, dans ses lettres, ses suppliques qu'il faisait à la reine d'Angleterre, qu'elle s'empare du Groenland pour avoir tous les nexus, toutes les portes magnétiques, afin de s'en aller vers cet autre monde. Et cette guerre dure certainement depuis ce que John Dee a révélé à la reine d'Angleterre. Donc cette guerre, c'est pour ça que tous les gouvernements à l'heure actuelle sont installés autour du pôle et ont filmé, moi je l'ai su plusieurs fois, qu'ils avaient filmé des disques qui sortaient du pôle. Et c'est le pôle magnétique, c'est là, la zone magnétique, type un peu Philadelphia, quand ils ont fait l'expérience de Philadelphia. Le champ magnétique, comme l'avait dit un savant... Maurice Ketchum-Jessop avait dit qu'un champ magnétique qui est diffusé dans les endroits de la Terre, soit artificiellement, soit naturellement, crée des mondes à l'intérieur d'autres mondes. Donc c'est ce qu'ils avaient découvert au cours de l'opération Philadelphia, et c'est ce qu'avait découvert John Dee quand il a écrit à la reine d'Angleterre qu'il existait des poches magnétiques s'étendant le long du Groenland, et qu'elle s'empare de ce Groenland. Il lui a supplié de s'emparer de ce Groenland pour avoir ce pouvoir. Petite parenthèse, John Dee, c'était qui? Alors John Dee, c'était un astrophysicien de l'époque et un alchimiste. Il avait une connaissance absolument incroyable, même il parlait un autre langage, il avait même un miroir qui a été exposé en Angleterre au musée, alors je ne sais plus quel musée en Angleterre, un morceau de quartz où il voyait soi-disant des anges qui sont forcément pas des anges, mais des êtres humains qui passent d'un temps spatial à un autre espace-temps, et c'était des strates intertemporelles avec cette technologie
des Vimana de l'Atlantide et des disques volants. Donc c'était à l'époque, au temps de la reine d'Angleterre, c'était certainement une société secrète qui possédait ces Vimana, des Atlantes anciens qui continuaient de vivre au centre de la Terre ou au-delà du rideau magnétique généré par cette montagne magnétique qu'on appelle, que des chercheurs ont compris que cette existence, cette puissance magnétique était générée par le Rupes Nigra I Altissima. C'est ça le secret des pôles qui mène la Terre vers une Terre qui s'étend jusque dans un univers invisible qu'on peut visiter, une sorte de Terre préhistorique, parce qu'on dit que l'amiral Byrd a vu des mammouths, ou peut-être qu'à un moment donné, il a un langage codé quand il voit, il était sponsorisé par des radios, il approche du pôle et il dit « Je vois une montagne étincelante ». Ça n'a pas l'air d'être des mammouths, ça a l'air d'être des tyrannosaures avec les écailles luisantes, une montagne étincelante qui bouge. Donc c'est des dinosaures, ça, des tyrannosaures même.